Bonjour à tous, bienvenue sur Lift Talk, le premier podcast dédié à l'univers du street lifting et de la force, où nous abordons des sujets tels que la programmation, la nutrition, les méthodes d'entraînement pour résumer tout ce qui peut vous aider à progresser sans limite, que vous soyez débutant ou confirmé. Nous sommes Marco et Victor, coach et compétiteurs dans le milieu du street lifting. Nous suivons des athlètes également en powerlifting. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter lors du podcast et à nous les poster en commentaire. Le podcast est sur toutes les plateformes, que ce soit YouTube, encore Spotify, Deezer, etc. Bonne écoute à vous. Alors, pour ce 18-19e épisode, je ne sais même plus. Toujours le compte est très approximatif à chaque fois. Nous sommes donc en compagnie de deux invités qui sont chez le compère Marco. Nous avons donc deux pratiquants de street lifting aguerris. Est-ce que d'ailleurs ces deux messieurs peuvent se présenter, s'il vous plaît? Ariles, tiens, on te laisse commencer. Ok, je commence. Moi, c'est Ariles Amitié, du coup. C'est ma deuxième année en tant que street lifter. J'ai un 20 kg en muscle-up, 65 kg en chin-up, un 105 kg dips et un 200 en squat. Et voilà, je suis dans la team de Marco que j'ai intégré récemment. Et voilà, je pense. Nickel, du coup c'est déjà un T'as dit ton âge? bon. Ouais, j'ai 21 ans, bientôt 22. Je suis de la team de ceux qui sont nés au mois de novembre. Ah, c'est top, c'est déjà un très bon potentiel pour un jeune âge, ça annonce du lourd déjà. Bah, j'espère. Ah bah oui, attends, déjà ça rigole pas. Et donc on a également donc Yanis. Yanis, est-ce que tu peux te présenter également? Moi, c'est Yadis, j'ai 23 ans, je vais avoir 24 ans. Alors, j'ai commencé le street lifting l'année dernière, donc ça va faire 1 an bientôt que j'en fais. Donc, pour 1 an, j'ai 30 kg en muscle-up, 77,5, bientôt 80 normalement en traction. La dernière fois que j'ai fait un max en dip, c'était 105, mais je pense que là, ça devient très à l'aise, donc on verra par la suite. Et le squat, j'ai 180 en squat. Voilà. Des belles perfs, hein. Performance aussi, ouais, c'est vrai. Ça fait des bons mecs bien solides pour l'avenir, normalement, a priori. De ouf. Donc là, avec ces trois compères qu'on a là, enfin ces deux compères plus Marco, on va faire un podcast un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude. D'habitude, on a tendance à traiter un sujet et à essayer d'aller vraiment dans le fond du fond et vraiment de retourner de toutes les manières la question et de vraiment aborder tous les éléments possibles et imaginables. Là, on va faire des sujets peut-être un petit peu qui nécessiteraient moins de développement qu'habituellement, mais ça permet justement d'avoir une pluralité sur les sujets exposés et on va avoir une petite liste de questions qu'on s'est faites tout simplement, de questions qui nous paraissent intéressantes et pertinentes à développer pour le street, pour la muscu en général, pour la programmation. On a des sujets sur un petit peu justement plusieurs questionnements. Et tiens Marco, vas-y, je te laisse me mettre le premier qu'on avait noté. Je sais même plus sur quoi on était parti en premier. Alors le premier sujet qu'on avait décidé de traiter, c'était le fait de privilégier les variations au mouvement de compétition. Pour expliquer un peu mieux, c'est-à-dire évincer tous les mouvements de musculation et ne faire que des variations. Donc, par exemple, du squat pose, du dips tempo, des tractions posées. Enfin voilà, et vraiment ne plus du tout faire de comp. Donc ça, moi je suis pas fan. Je vois pas réellement l'intérêt, à part si le mec il a vraiment par exemple des gros points faibles techniques qui nécessitent de faire genre que des variations pendant un moment, ce qui peut arriver, hein. Moi, ça m'est déjà arrivé de mettre que du squat, du dips tempo, ou du squat posé, etc. Mais sur une longue durée, en tout cas, je vois pas trop l'intérêt. On voit que ça se fait. Il y a certains programmateurs qui le font en powerlifting. On en parlait en off là avant le podcast. Voilà, peut-être que toi, Victor, tu vas nous en dire un peu plus. Bah oui, donc la théorie qui serait derrière ça, c'est exactement ce que tu as dit. En gros, on voit que le mec, il a un défaut sur son mouvement de compétition, donc on va le blinder de justement une variation en question qui est censée corriger le problème en question.
Et ce dont moi je me suis rendu compte quand j'avais adopté cette stratégie, j'avais fait ça pour des tractions et je faisais des tractions donc en statodynamique. Donc je faisais une pause, on va dire, aux 2/3 de la montée et après je redémarrais et je finissais ma rep. Et j'avais fait un bloc assez longtemps comme ça, justement, pour essayer de renforcer la fin de mon tirage, vu que j'ai toujours eu une faiblesse à ce niveau-là. Et ce dont je me suis aperçu, en fait, quand j'ai usé de cette stratégie, c'est que je devenais plus fort, mais plus fort sur la variation. Et donc ensuite, quand j'avais voulu reprendre des tractions normales, je devenais inconfortable à ne plus faire cette pause parce que je m'étais renforcé autour de cette variation-là. Donc, il faut se dire que la force, c'est quelque chose qui est très spécifique, elle s'exprime toujours de manière très spécifique. C'est-à-dire que, OK, elle a une certaine transférabilité, c'est-à-dire que quand je deviens fort aux tractions, je deviens fort sur les groupes musculaires impliqués dans les tractions, donc ça peut s'étendre à différents mouvements de tirage. C'est-à-dire que, admettons, vous faites jamais de rowing horizontaux, vous mesurez votre force en rowing à un instant T, vous progressez en traction sans faire de rowing, vous remesurez votre force sur ce même rowing sans en avoir fait particulièrement, il y a des chances que vous soyez un petit peu plus fort, parce que vous serez plus fort dans les muscles impliqués sur le rowing. Mais vous serez quand même beaucoup moins fort que si vous aviez fait du rowing, parce qu'il y a cette notion de spécificité. Connexion interrompue. C'est bon, t'entends, Victor. C'est bon, vous m'entendez? Et donc, il y a cette notion de spécificité dans la force. Et de la même manière, au sein du même mouvement. C'est-à-dire que, OK, si je deviens fort sur ma variation qui est censée donc me renforcer sur ma fin de mouvement, ça peut être intéressant. Mais le truc, c'est que si je fais que cette variation-là, je vais me renforcer en justement développant des qualités spécifiques à la variation. Donc, comme j'ai donné dans l'exemple avant, moi, typiquement, quand je faisais mes tractions en stato, à la fin, quand j'ai voulu retourner sur des tractions comp classiques, et moi, j'arrivais plus, enfin, en tout cas, j'étais moins fort sans faire la pause carrément. Parce que je m'étais tellement habitué à faire cette pause-là. Et donc, il y a quelque chose de non valide en compétition, puisqu'on doit continuellement avancer vers la barre. On n'a pas le droit de faire de pause, on a encore moins le droit de redescendre. Il faut continuellement avancer vers la barre. Donc, cette problématique cette stratégie en tout cas, de faire exclusivement des variations, je pense que c'est en effet quelque chose qui n'est pas pertinent de faire que des variations. Les variations en elles-mêmes ne sont pas mauvaises. Simplement, faire que ça, c'est pas optimal. Et j'ai quand même envie de nuancer un petit peu en disant, je pense que ça dépend quand même des variations. Par exemple, dans le cas des tractions, admettons, je fais que des tractions posées. Là, pour le coup, ça va quand même un petit peu moins. Voilà, c'est ça, ça va être un petit peu moins dérangeant parce que ça va pas changer la mécanique. Alors que si je fais que des dips posés, là, pour le coup, je change quand même ma mécanique sur les dips. Si je fais que des dips posés. Mais pour les tractions, vu que l'objectif, c'est d'amener le menton au-dessus de la barre, si je tiens juste le menton plus longtemps au-dessus de la barre, ça va pas forcément poser tant de soucis que ça. Donc après, c'est quand même à nuancer selon ce critère-là. Voilà, je sais pas si tu as d'autres choses à... Je pourrais rajouter aussi un autre paramètre, c'est le fait de faire que des tractions posées pendant un long moment. Ça peut aussi faire apparaître certaines pathologies. Le temps sous tension est plus important, l'engagement des avant-bras est beaucoup plus important et on peut choper des tendinites ou des trucs comme ça. Faut pas non plus trop en abuser, je dirais, sur le moyen long terme, quoi. Mais je te rejoins sinon sur tout le reste. Donc on pourrait embrayer après sur le deuxième sujet qui était gérer la hype entre les séries. Les gars, d'ailleurs, vous gérez comment la hype entre les séries? D'entraînement ou Ouais, d'entraînement. Ouais. Donc, on parle juste d'entraînement pour l'instant. Moi, franchement, je suis pas le type de personne qui est hyper focus pendant sa séance. Pendant mes temps de repos, je préfère déjà socialiser, parce que je suis dans une salle publique. Et ce qui est bien avec moi, c'est que je peux switcher directement et m'activer et activer le côté focus directement. Et le fait d'avoir des écouteurs aussi, ça peut aider pour mieux se hyper. Et je vois beaucoup d'athlètes qui misent trop sur la hype, qui s'excitent un peu trop avant les reps et ça peut gâcher leur PR et même voilà. Ok, toi Yanis? Moi, je reste concentré. Et toi, t'es la force tranquille un peu, Yanis, non? Moi, je suis tranquille, je m'entraîne tranquillement. Durant mes séries, je suis assis, je prends mon temps, je respire, j'ai ma musique dans les oreilles. Franchement, sur ce point-là, je vois pas quoi dire. On ne croit pas, franchement. Je reste concentré. Tu t'entraînes avec moi, t'arrêtes pas de parler. Ah non, mais ça dépend, hein, ça dépend. Tu t'énerves jamais, en fait. Moi, je
je suis énervé constamment. Ouais. Ouais. Je suis dans un monde où. Avant ces séries, il fait ça. Dedans. Ah oui, d'accord. Ok, on la Dedans. connaît. On la connaît, celle-là. Ouais, c'est ça. C'est dedans. Ok, d'accord. Et toi, d'ailleurs, Victoire, c'est quoi? Toi, mec, je t'ai jamais vu vraiment t'énerver, toi. Ah bah non. Déjà, c'est un truc de bolos, tu vois. Quand tu commences à te taper la tête, t'as l'air d'un con. En plus, si tu rates, après, t'as l'air encore plus con, t'imagines. Putain. Non, mais déjà, moi, j'ai quand même envie de notifier, ça me fait rire. T'as dit quoi? Anticiper son échec, ouais. Non, mais pas dans ce sens-là. Mais je veux dire, moi, ça me fait trop marrer quand je vois des mecs qui sont là à se mettre des baffes dans la tête, etc. Et gros, ils sont là, ils décollent pas la barre au terre d'un millimètre. Et je me dis, mais quelle bande de cassos, tu vois. Franchement, c'est. Non, mais là, tu vois, c'est intéressant. C'est un sujet qui est pas mal à développer. En plus, c'est stylé parce que tu vois, t'as avec toi deux profils qui sont, on va dire, pas trop l'archétype justement du go muscu ou du power ou du street lifter de base. Parce que c'est vrai que la tendance, c'est justement, bah, c'est un peu ça, quoi. C'est de se surhype, c'est de s'énerver énormément. Là, comme tu as dit, avec toi, tu as les forces tranquilles, les mecs qui sont calmes, ils sont posés. Et, ce que tu disais justement, Ariles, c'était intéressant, c'était cette capacité à switch. C'est ça qui est important, justement, c'est de réussir à redescendre d'une série à l'autre. Ça veut dire que si tu redescends, bah, il y a un moment où tu es monté, il faut quand même que tu te mettes un petit peu dedans, il faut quand même que tu t'énergises un peu, mais ça ne veut pas forcément dire, ça ne va pas forcément passer par le fait de se cogner la tête contre les murs, de crier, etc. Tu vois. Ça, c'est un outil qui peut avoir un intérêt sur l'aspect physiologique. Sur l'aspect physiologique, quand tu vas commencer à vraiment, bah, véritablement chercher cet énervement, ce sentiment d'énervement, et ben tu vas switcher sur un mode un peu plus parasympathique. Et donc, tu vas avoir une meilleure activation potentiellement. Tu vois, tu vas avoir une capacité à envoyer un influx plus important, peut-être solliciter plus de fibres. Donc, sur le papier, c'est que les trucs qui vont être intéressants. Simplement, si tu es trop sur ce mode-là à outrance, eh ben, tu vas toujours avoir en fait cet équilibre entre la capacité que tu as à diffuser ton énergie vers l'extérieur, donc dans la tâche, c'est-à-dire bah, faire le mouvement que tu veux faire de la meilleure façon possible, enfin de la meilleure façon possible, en validant en tout cas les critères de compétition, etc. Versus tourner l'énergie vers l'intérieur, donc c'est-à-dire d'avoir un focus interne, de te dire comment je me place, etc. Parce que, ok, tu peux t'énerver comme un ouf, mais si en t'énervant comme un ouf, tu modifies toute ta technique, tu te laisses tomber sur l'excentrique et tu perds toute tension, tu perds ton gainage, tu perds ton équilibre, et ben finalement, tu vois, le bonus que tu aurais pu avoir via l'énergie que tu gagnes, l'aspect vraiment physiologique de l'énervement, et ben il va être largement contrebalancé par la multitude d'erreurs techniques que tu auras pu faire, tu vois. Donc, il faut réussir à maîtriser cette hype, tu vois. Et moi, je suis vachement plus dans ce délire comme ils ont décrit tous les deux, de la force tranquille, tu vois. Tu t'énerves plus ou moins. Le bon moyen de switch au niveau nerveux, d'avoir une communication directe, c'est la respiration. Donc, chercher à accélérer un petit peu son rythme respiratoire, comme on en a déjà parlé. De toute façon, ça, c'est un truc, en fait, souvent, quand tu prends quelqu'un qui a jamais fait de muscu de sa vie et tu lui demandes pour délirer de soulever un truc très lourd, et que, je sais pas, tu vois, tu lui mets un petit change, tu lui dis que tu y arrives, je te donne 10 balles, et ben le gars, il va essayer de mettre toutes les chances de son côté, et ce qu'il va faire un peu naturellement, c'est il va essayer d'hyperventiler, il va faire un petit pour se C'est un hype avant typique de faire le truc. d'adrénaline. Voilà. Et comment dire, Je imitation sais, je vais de te faire surdoué. ça la prochaine fois. À Final Rep, je vais faire, je te donne 10 balles si tu arrives à faire 100 kilos traction. Tu vas Ah oui, me ah voilà, putain, tu faut me vas faire donner, la rep. faut me donner plus que 10 balles, là, mon salaud, là, 100 kilos de traction, la vache. Et du coup, bah, ce petit switch, ça va permettre, enfin, cette astuce respiratoire va permettre ce switch au niveau nerveux sans forcément aller dans des extrêmes comme on a décrit avant, de péter un câble, s'énerver, crier et tout. Donc, ça peut permettre de quand même garder un certain focus. Parce qu'il y a toujours cet équilibre à avoir entre à quel point il faut que je me mette dedans pour bénéficier de ce boost physiologique et à quel point il faut que je reste en même temps concentré pour ne pas faire d'erreur technique. Et du coup, bah, après, c'est ce qu'on disait, c'est ok, donc tu as quand même ce petit truc où tu cherches ce boost physiologique, par outrance, comme on l'a dit, pour pas avoir tous ces effets néfastes. Et ça veut dire que quand même, il faut que tu arrives à redescendre entre tes séries, tu vois. Surtout pour ceux qui sont plus ou moins adeptes de la surhype, parce qu'il y en a pour qui ça peut quand même fonctionner, mine de rien. Et du coup, bah, il faut quand même réussir à redescendre entre les séries, à avoir ce truc où vraiment j'arrive à me recalmer, parce que si tu restes full vénère tout le temps, sur une séance qui dure 2 heures, 2h30, 3 heures, admettons, et ben tu sais qu'à la fin, peut-être que tu auras tenu, tu vois, avec les nerfs, etc. Mais tu seras rincé et la séance du Non, lendemain ou du surlendemain, comment ça va se passer, tu vois.
Et sur le long terme aussi, tu peux avoir des risques de blessures ou même parce que ça, sur le long terme, le fait d'accumuler des charges psychologiques, le fait de s'énerver tout le temps pendant Ouais, bien sûr. 4 heures et tout, ça peut te faire perdre tes repères déjà et sur le long terme, peut te, ça peut te déstabiliser, quoi. Bah, c'est Bah, ça. moi, je Après, Parce pense que que si tu crées jamais de repères, en plus, ça peut pas être bon. Tu enregistres pas de schéma précis, en fait. enfin, en tout cas, moi, ce qui fonctionne bien sur moi, c'est quand je m'énerve au bon moment, on va dire. Ouais, Tu vas pas t'énerver la première semaine de bloc, déjà, sinon c'est il y a un ça. problème dans ta programmation. C'est Mais ça. en fait, maintenant, je me laisse beaucoup, enfin, beaucoup moins fréquemment. Enfin, je m'énerve beaucoup moins fréquemment qu'avant. C'est-à-dire que, voilà, si j'ai un PR à faire, fin de bloc, etc., là, je vais me mettre un peu dedans. Mais encore une fois, ce que tu disais, les trucs un peu en mode, voilà, on tape sur le dos, etc. Il y en a qui ont besoin de ça. Et puis, voilà, faut respecter aussi, chacun extériorise, exprime, on va dire, sa hype. Mais c'est vrai que maintenant, moi, je suis en mode, tu vois, je regarde, enfin, regarde au sens propre, tu vois, je la regarde vraiment et les gens, ils doivent se dire, mais il va tuer quelqu'un, tu vois. Enfin, mais j'extériorise pas, je gueule pas ou des trucs comme ça, Ouais. mais je trouve que, ouais, ça fonctionne bien et comme tu dis, après, ça sert à rien d'en faire des caisses aussi, si en plus de ça, c'est pour rater après, Et on c'est ouais, prend vrai, un mais bon. gogol. après, Un gros gogol. après, à mon avis, ça dépend de l'individu parce que tu as des individus qui permettent de retrouver leur repère sur hypant, en criant comme des fous, etc. Et tout. Et tu as d'autres qui, en se. Comment dire? En étant silencieux. Voilà. Ouais, ouais, en étant Voilà, plus calme. en étant plus calme, ça te permet de retrouver tes repères et de mieux te concentrer, etc. Donc, à mon avis, ça dépend de l'individu. Ou vraiment switcher en mode, tu vois, par exemple, moi je me vois souvent au squat, j'essaie d'être le plus détendu possible avant de mettre la barre sur mes épaules, et c'est une fois que je suis en position que là je fais le switch. Mais même des fois, le fait d'être trop en tension musculaire avant même d'avoir pris la barre ou enfin voilà, tu vois, de faire ton setup, je trouve peut y avoir une déperdition de force, d'énergie, enfin de force nerveuse. Et le fait de garder ça et d'exprimer à un moment T, ça peut aussi optimiser, on va dire, un peu la hype. Je sais pas ce que tu en penses là-dessus, mais je pense que oui, tu es d'accord avec ça. Oui, oui, carrément, bah, je suis en total accord avec ça. Mais en plus, là, tu vois, ce qui me vient, parce que tu as donné un petit peu des pistes là-dessus, mais ce qui est important aussi, c'est justement de se créer des repères sur le setup, d'avoir en gros, tu sais, une sorte de petite ritualisation de Mm. ta mise en place. Là, comme tu as dit, tu vois, quand je me mets en place, eh ben, je me durcis pas forcément directement, instantanément, très très fort. Eh ben, tu vois, j'ai envie de pousser le truc en disant, bon, bah, avoir systématiquement ces repères à chaque fois, c'est-à-dire tu sais exactement où est-ce que tu positionnes tes mains sur les barres de dips. Si tu as des barres de dips qui rentrent, bah, plus tu vas les prendre loin, plus tu vas avoir une prise qui sera serrée. Donc bah, tu sais systématiquement où est-ce que tu mets tes mains, à quelle profondeur sur les barres, parce que sinon ça va quand même changer pas mal ta mécanique si tu as une prise qui est plus serrée, mine de rien. Et pareil sur ton squat, tac, tu connais ta largeur, tu sais où est-ce que tu places la barre dans le dos, tu sais comment est-ce que tu la places dans le dos, tu sais comment ça se passe quand tu sors la barre, les pas que tu fais pour te positionner plus ou moins loin des chandelles, etc. Et tout ça. Et puis pareil, après, est-ce que tu regardes tes pieds pour avoir un repère visuel de l'écartement, de l'ouverture? Tous ces petits trucs-là, c'est des rituels qui sont importants à avoir. Et je trouve que c'est important justement de ritualiser Mm. sa mise en place parce que bah, tu automatises énormément. Et ça, j'en parlais justement tout à l'heure avec une fille que je coachais sur le handstand. Et en fait, sur le handstand, tu vois, c'est un peu le même principe que sur le squat. C'est-à-dire que tu vas avoir un écartement des mains, tu vas avoir une ouverture des mains, tu vas peut-être pas avoir les mains parfaitement parallèles, tu vas les avoir plus ou moins ouvertes. Et ça, c'est des trucs qui sont importants à mettre en place. Si à chaque fois que tu te mets en place sur un mouvement, tu as une position qui est différente, plus ou moins évidemment, et ben c'est pas bon parce que tu crées pas de repères même intra dans ta progression en fait. Donc c'est important de faire systématiquement le mouvement. Et pour faire systématiquement le mouvement, bah, il faut te donner des repères précis, visuels, quantifiés, de Des patterns. quelque manière que ça. Ouais, c'est ça. C'est hyper important. Et puis tu ritualises, donc tu t'habitues, tu crées un ancrage
un ancrage où tu associes à chaque fois la position avec une réussite, avec un sentiment de ça s'est bien passé en gros, et c'est des choses qui sont importantes à avoir. Ça. L'excellence vient avec Ouais. la répétition. Mais on voit ça beaucoup, on voit ça dans tous les sports, hein. Moi, je prends Ouais. l'exemple des basketteurs avant de tirer leur lancer franc, ils ont toujours la même routine, et c'est un pattern, quoi, c'est un automatisme. Et comme Yanis dit là, l'excellence vient. Avec la répétition. Voilà. C'est ça, ouais, carrément. Dans tous les sports, je sais plus c'était quoi la phrase. À un moment, il disait, c'était dans, je sais plus si c'était pas dans un manga, même si ça devait être dans Hunter x Hunter, quand il disait, ouais, pour donner un coup de poing parfait, il faut que tu aies répété le coup de poing 15 000 fois dans telle ou telle condition, etc. Et après, tu as masterisé le coup de poing. C'est un peu comme la règle des 10 000 heures aussi. C'est une logique quantifiée, mais je sais plus ça, on en avait déjà parlé. Oui, je pense qu'on en a déjà parlé la dernière fois, Marco, où on avait parlé justement de ça. Donc il y a toujours cette logique quantifiée de répéter X fois, donc beaucoup de fois quelque chose, mais de le répéter beaucoup de fois consciemment. Et c'est là aussi sur la hype où moi j'ai ce baromètre-là un petit peu, on va dire. C'est un curseur entre à quel point tu vas avoir un focus interne versus à quel point tu vas avoir un focus externe, donc tourné vers la tâche. Plus tu vas chercher à te hyper, plus tu vas avoir un focus externe. Et plus tu vas avoir un focus externe sur des intensités qui vont être hautes. Tu ne peux pas te concentrer excessivement sur des choses quand tu es sur la réalisation de ton 1RM sur tel ou tel mouvement, tu vois. Parce que là, pour le coup, la réflexion, elle va être contre-productive. Si tu surréfléchis, ça va te faire mal faire les choses, en fait. Il faut te permettre, en fait, d'exprimer quelque chose que tu as répété de nombreuses fois et qui est censé être automatisé. C'est pour ça que tu as cette alternance sur les blocs, et c'est souvent comme ça que je le décris. Quand tu es sur ton bloc, admettons qu'il dure 4 semaines de manière traditionnelle, et ben, ta première semaine, ta première et même ta deuxième semaine, l'intensité est quand même assez basse. Et là, tu peux vraiment focaliser énormément le focus sur l'interne, c'est-à-dire ta sensation de toi dans l'espace. Après, tu te fais des cues précises. Tu vois, j'ouvre plus ou moins les pieds au squat, j'ouvre plus ou moins les coudes, j'engage sur les dips, j'engage plus ou moins la poitrine, etc., etc., etc. Et après ça, tu es censé l'avoir à peu près quand même automatisé. Comme ça, quand tu arrives sur les semaines 3 et 4, tu peux te permettre de l'exprimer de manière un peu plus automatique sans y penser énormément. Tu laisses un peu s'exprimer justement cet automatisme. Et tu coupes un peu la réflexion, tu te diriges plus vers un focus externe. Tu peux te permettre de t'énerver un petit peu plus, mais comme on l'a dit, bon, toujours en nuançant parce que le trop parfois risque d'être contre-productif, mine de rien. Ok, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ne pas arriver, par exemple, en compétition, et enfin, de toute façon, c'est un peu logique si tu fais de la compète, mais c'est ça, poser le cerveau, pouvoir avoir la capacité et les ressources pour poser le cerveau, comme on dit. C'est ça. Ok, Parce que tu es censé avoir fait suffisamment de fois ton mouvement, justement en y ayant pensé consciemment et en ayant enregistré le pattern qui va te permettre d'être le plus optimal pour toi. Et après, tu as juste à exprimer en fait ce truc que tu as répété beaucoup de fois normalement. ok, Ça permet d'entrer dans la zone, quoi. C'est c'est ça. exactement ça. C'est ça, ouais. Et donc, on avait très intéressant, où là, je pense que nos avis vont peut-être un peu diverger chacun, qui était l'avis sur le semi-false grip aux tractions. Il y a on va dire, en gymnastique, il y a le false grip, où là, c'est aux anneaux. Tu pourras pas le reproduire. Enfin, si, tu peux le faire sur une barre, mais ça va te détruire. Après, tu as le semi-false grip qui est l'entre-deux, et puis où là, il n'y a pas beaucoup d'engagement, en tout cas de l'avant-bras au démarrage. Alors moi, en ce qui me concerne, et après je laisserai la parole aux autres, c'est que je pense que c'est les gens chez qui ça va bien réagir le semi-false grip. Notamment, je pense pour ma part, en tout cas, ça fonctionne bien. Sur les j'ai remarqué, sur les ça marche quand même plutôt bien. Pour les gens qui ont des avant-bras assez courts, etc., typiquement, je repense à quelqu'un qui est parfaitement dans ce cas-là, c'est Everyday Training. Oui, oui. Raoul, là, il est typiquement dans ce cas-là. Et lui, il fait pas de semi-false grip et tout, ça lui réussit bien. Après, il fait les deux. Lui, il fait chin-up et pull-up, je crois. Ouais. Et après, pour les autres, ça serait un peu différent. Vous, les gars, vous êtes en quoi? T'es en quoi, toi, Yanis, toi, quand tu fais les tracks?
T'es en normal comme ça ou t'es en semi? Alors moi, je l'attrape au début en semi-false grip et Ah. après, je laisse glisser. D'accord, ok. Pour activer sans doute, ok, intéressant. Les Et en avant-bras. muscle-up? Et en muscle up, pareil, je laisse glisser un peu. Ok, ça marche. Et d'ailleurs, au muscle-up, j'ai remarqué que bon, le semi-fall grip est beaucoup plus utile au pull-up qu'au muscle-up. Bon, ça c'est clair. Et toi, Ariles? Moi, j'utilise toujours le semi-false Toujours? grip parce Ok. que ça permet de réduire un tout petit peu la ROM, Ouais. comment on dit, l'amplitude. Ouais. Du coup, si je peux prendre un Oui, petit booster, bah je ouais, prends, tu carrément, vois. Tant optimisation. que c'est autorisé. Et je dirais aussi, je rajouterais une autre chose, c'est que aussi il y a des différences d'activation musculaire Hmm. entre le semi-false grip et la prise normale. Donc ça, faut aussi le tester sur soi et voir comment on réagit. Il y a des gens qui vont être beaucoup plus à l'aise et développer plus de force en prise normale qu'en semi-false grip. Ça, c'est individuel. Victor? Ouais, bah alors moi justement avant je faisais un gros semi-false grip. Enfin je faisais un gros semi-false grip. J'essayais de faire le plus gros semi-false grip possible pour comment dire l'argument que tu as évoqué Ariles de l'amplitude parce que c'est vrai que mine de rien tu le sens en vrai en faire une amplitude que bah tu finis ta rep plus rapidement et même quand je compare les vidéos de avant quand je m'entraînais donc en semi-false grip versus maintenant bah ça se ressent je trouve sur la vidéo que j'ai une amplitude qui maintenant du coup que je le fais plus est plus importante, quand même, de manière assez perceptible. Et donc, pourquoi maintenant bah, je m'entraîne plus en semi-false grip? C'est tout simplement parce que je me suis rendu compte que bah, quand tu es sur certaines barres, typiquement les barres orange à Basic Fit, pas les noires avec la mousse, mais les barres orange qui sont assez basses, là, qui sont sur le rack, et qui sont des barres qui sont en fait assez similaires à celles qu'on retrouve sur les racks à la FNSL, donc sur les compétitions de la Fédération nationale de streetlifting et ben, ces barres-là, en fait, glissent pas mal. Donc, ça fait que je trouve le semi-false grip est vachement dur à tenir. Glisse. Et ce qui se passe souvent, c'est que bah, si tu te mets en semi-false grip et que tu es bien positionné, tu entames ta rep, tu crées un petit peu un à-coup au démarrage parce que bah, tu cherches à tirer fort vite au démarrage, et ben, tu vas avoir tendance à avoir la main qui descend un petit peu. Et je trouve que bah, même si tu finis par garder quand même le poignet légèrement cassé et du coup par quand même bénéficier de ce léger gain d'amplitude, parce que tu finis quand même pas par avoir la main complètement à plat en dessous, et ben finalement en fait le fait d'avoir ce petit drop quand tu entames ton tirage, et ben il peut desservir de manière assez importante. Vérifie ma méthode. Ouais, c'est vrai que ça dépend aussi du matériel, effectivement. Il y a du matos sur lequel le semi-false grip, à part si tu badigeonnes la barre de magnésie, tu vas pouvoir le faire. Mais Et sinon, encore, ça va être compliqué, quoi, c'est clair. Oui, oui, c'est oui. ça. Ouais, ouais, Et encore. encore, c'est vrai que ça dépend. Franchement, bah, typiquement, la barre que j'ai citée, je trouve que celle-ci, tu vois, elle glisse énormément. Et alors, dès que tu enchaînes Ah oui, pour des singles, comme j'ai dit, tu finis pas complètement la main en dessous. Tu arrives quand même à conserver un petit peu, même si tu as une légère baisse de la main. ouais. Mais pour des séries où tu En as. série, c'est mort. Ouais, voilà, même franchement, 2 répétitions, c'est déjà. Tu as la main qui finit quasiment comme ça. Et tu en fais 3, là, c'est sûr Ouais. qu'elle est comme ça, tu vois. Et donc, je me dis, tu vois, finalement, tu fais le début de ta série d'une certaine manière, tu fais la fin de ta série d'une manière différente. Finalement, pourquoi ne pas avoir directement le même repère systématique? Et je trouve que, tu vois, bah, ça me change pas. En fait, on en avait un petit peu parlé la dernière fois dans le podcast sur les détails. Parfois, on cherche des optimisations et les optimisations, en fait, elles Ouais, sont sur le papier, bah c'est oui, vrai. comme on a vu, tu vois, tu as moins d'amplitude, mais tu gagnes peut-être 2 centimètres d'amplitude. Est-ce que finalement, ça va faire quelque chose de si incroyable par rapport à justement la contrainte sur l'avant-bras? Parce que bah, du coup, tu dois engager plus les muscles au niveau des avant-bras. Pareil, tu vois, pour ceux qui font le développé couché, est-ce que tu gagnes énormément à travailler beaucoup ton pontage, à vraiment allouer beaucoup de temps à ça? Si finalement, en fait, tu gagnes simplement une réduction de 2-3 centimètres de la barre sur la descente, tu vois? Est-ce que finalement ça valait le coup? Peut-être que, si tu avais passé tout ce temps-là à justement te renforcer dans l'amplitude dans laquelle tu étais de base, peut-être que finalement, en fait, tu serais juste plus fort, dans l'absolu ou en tout cas autant, tu vois? Donc finalement, d'accorder trop Ça d'importance à bug de certains ouf. détails, ça a pas tellement d'intérêt. Hmm. Ouais, c'est clair. Et ça va bien? Oh, non, non, le chat t'arrête, pardon. Le chat, il est là.
Oui, j'avais un chagrin à la gorge. Mais Et oui, ce que je voulais dire, c'est que, en vrai, pour moi, et ça, si je parle en mon nom, hein, quand on prend pas le semi-fausse grip, le grip, moi, je le sens surtout au bout de mes doigts, là. ah ouais, Cette partie-là des doigts, genre, je sais pas comment les gens font même pour tirer comme ça. ouais. Comme J'arrive ça, pas. Ouais, avec j'arrive. les pouces au-dessus de Ouais. la barre. Ah, faut vraiment que tu l'aies là, toi, là-bas, Ouais, au parce milieu que- de la main, là. Ouais, parce que je l'attrape et donc, du coup, après, quand je fais mon semi-fausse grip, bah, déjà, ça active tout ça. Ouais, Ça active de l'avant-bras jusqu'au dos. La connexion se fait plus facilement et donc, du Mm. coup, je trouve que ouais, ouais. nerveusement, T'as un meilleur feeling, quoi. Après, c'est ça, meilleur ressenti. après, je trouve que les catégories de légères, tu vois un peu plus rarement Ouais. les semi-false grip en caté légère qu'en plus 87, par exemple. Ouais. Par exemple, coach Vegeta, Ouais, c'est vrai. lui, se met- Parce que lui, il a une prise bizarre. Lui, Ah, lui, il est comme prend, ça, il hein. prend Ouais, il comme prend ça, là. comme ça. Ah, lui, il prend comme ça, hein. Il est comme ça. Ouais. Ouais, il est comme ça. Il Ouais. est comme ça. Mais C'est vrai lui, il qu'il a une travaille prise un beaucoup peu unique pour le coup. Ouais. Et il avait expliqué pourquoi il y avait ça, vidéo, c'est parce que dans son ancienne salle, il y avait, il y avait des bars ou je sais pas quoi, et en fait, il a appris comme ça, en Ok, ah oui, d'accord. fait. Ah, c'est intéressant. Il a une variation très, très intéressante qu'il fait pendant ses entraînements, c'est des pull-ups Ouais, avec le Mac Grip, là, comment il s'appelle? ouais, le fat grip. Les Fat Grip, là. Ouais. Et c'est très dur. Bah, Je ça, pense- d'ailleurs, ça pourrait être un truc à étudier. Comment choper des tendinites, utiliser le fat grip. Bah, en plus, surtout que Mais en ça aide fait, aussi. le fat grip, si tu es en tumbless, ça, on peut parler aussi de ça, tu vois. Est-ce qu'est-ce Ouais. que ça implique d'être comme ça par rapport au fait d'être comme ça? Et ben, quand tu es en Ah, tumbless, en fait, on que tu t'entend que t'aies plus, un fat. mon cher Ah merde, Victor. putain, Connexion connexion, interrompue. la Bon, connexion à Nantes est vraiment éclatée, hein, faut le savoir. non, les gens, Si faut vous allez dans pour cette tirer ville, 100 mètres le euh, pouce, tu vois, pour sécuriser. ayez une connexion décente, un opérateur mobile bien fait. On voit plus si c'est bon. Ok. Donc, il y a eu une petite coupure, désolé. On va réenquiller tout de suite sur un nouveau sujet qui est travailler son cardio pour la force. Et là, ça, moi, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je vois trop souvent des mecs vouloir être trop complets, faire des stories. J'ai fait 5 km en 15 minutes. Bizarrement, ces mecs-là, ils sont jamais forts au squat. Alors, je sais pas, il y a un problème. Je pense qu'il y a une corrélation du coup. Euh, donc, en fait, même moi, pour l'avoir essayé à titre personnel, c'est que vous allez pouvoir faire du cardio à très basse intensité. On en a déjà parlé plusieurs fois dans plusieurs épisodes. Par contre, les trucs d'aller courir, même si vous allez courir une fois par semaine, c'est pas compatible en fait avec les sports de force. Renseignez-vous sur les filières énergétiques déjà de base. Et même ça, c'est la théorie, mais dans le concret, dans la réalité, vu que c'est un sport d'impact, la course à pied, je parle surtout de la course à pied, mais ça pourrait être autre chose. Ça crée des impacts, surtout sur vos genoux, mais que si vous êtes grand et lourd, encore plus. Et ça va vous pénaliser sur le squat, ça va faire des interférences avec votre récupération sur les membres inférieurs, plus qu'au niveau cardiovasculaire, parce qu'effectivement, vous allez peut-être vous sentir mieux, récupérer mieux, mais pas au niveau articulaire et musculaire. Donc ça, faire hyper gaffe à ça, et je dirais que si votre but, vous, c'est vraiment d'exploser, d'être spécialiste en force, c'est un truc à mettre de côté ou à faire vraiment une fois de temps en temps si c'est vraiment votre kiff. Par exemple, en début de bloc ou des choses comme ça, vous faites une petite sortie de 5 km, etc. Mais il faut que vous comment conscientisez, réalisiez que ça aura un impact délétère sur vos performances, surtout sur le squat. Je sais pas ce que tu en penses, Victor. Bah oui, bah de toute façon, c'est toujours la même chose, c'est qu'on a une jauge complète d'énergie et que à chaque fois que tu fais quelque chose, et ben tu puises dans la jauge. Donc si tu cours déjà, bah, c'est comme si tu rajoutais une séance en plus, tout simplement. Donc après, bah, la question, c'est quelle est l'intensité à laquelle tu cours. Comme tu as dit, si l'intensité est très basse,
et ben forcément, comme si tu faisais de la musculation très tranquille, bon bah ça va pas te coûter beaucoup plus. Du coup après, dans le cas de la musculation très tranquille, est-ce que ça aurait un bénéfice quelconque? Probablement pas tant que ça. Par contre, pour la course à pied, si tu cours vraiment avec une intensité très cool, voire que tu marches plus ou moins rapidement, pareil, de manière à pas être claqué à la fin, et ben ça peut être carrément recommandable. Même de toute façon, on vous le recommande tout à fait. Et après, la question, c'est toujours quels sont tes objectifs en fait? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de l'activité en question? Est-ce que tu veux devenir le plus fort possible dans l'absolu en streetlifting, en powerlifting, en quelque sport que ce soit? Est-ce que tu veux soulever des trucs le plus lourd possible? Et ben si c'est le cas, courir clairement ne t'y aidera pas, tu vois. Courir sera contre-productif. Donc la question c'est, ça c'est vraiment après une analyse d'un contexte précis, c'est pourquoi est-ce que tu veux courir? Est-ce que tu cours en espérant obtenir un bénéfice quelconque de la course pour ton activité et donc d'obtenir un transfert? Si c'est le cas, arrête-toi tout de suite, tu n'auras aucun bénéfice à ça. Entraîne-toi, va marcher un petit peu, cours. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est nose breathing, donc en respirant qu'avec le nez. Tu te fais une distance en te disant, bon, bah, si j'arrive plus à respirer avec le nez, je marche pour réussir à re-respirer par le nez. Donc, ça te fixe déjà un palier en termes d'intensité. Tu ne pourras pas courir aussi vite en respirant avec le nez qu'en respirant avec la bouche. Donc, c'est aussi un truc qui va être un petit peu plus cardio. Et en même temps, ça va moins te défoncer les jambes. Moi, c'est la stratégie que j'emploie en ce moment et qui fonctionne très bien et qui me crée beaucoup moins d'interférences que ce que j'en avais avant sur le squat. Donc, ça peut être une stratégie. Et par contre, si tu aimes courir, que tu veux essayer de faire un compromis entre ta capacité à progresser sur la course à pied et ta capacité à progresser en force, donc notamment sur le membre inf, sur du squat typiquement, eh ben, faut te dire lequel des deux tu veux prioriser. Et si tu fais de la compétition dans l'un ou dans l'autre, et ben après, il faudra que tu aies un roulement dans ta programmation où tu vas ponctuellement prioriser justement l'un par rapport à l'autre. Si tu sais que tu fais du streetlifting, que tu vas devoir performer sur le squat dans 2 mois, et ben typiquement, tu vas baisser grandement l'intensité parce que bah, les recommandations que j'ai fait juste avant seront celles à appliquer. C'est-à-dire qu'il faudra que tu aies une course à pied qui soit peu traumatisante, peu fatigante. Et si après, à l'inverse, eh ben, tu as les objectifs de streetlifting ou quelques sports que ce soit qui sollicitent les membres inf pour soulever lourd de manière plus à distance et que par contre tu as peut-être une course de X ou Y distance, quelle qu'elle soit, et ben là tu vas peut-être intensifier un petit peu plus ta programmation sur la course à pied et toujours en suivant cette logique de tu as une jauge totale d'énergie. À chaque fois que tu fais quelque chose, tu pioches dans cette jauge totale d'énergie et du coup bah, après il faut que tu arrives à réussir à faire les choses correctement pour avoir un bon équilibre entre sollicitation et récupération. C'est toujours de toute façon les mêmes recommandations à avoir. Et après, donc, bah, le roulement, il s'effectue de cette manière-là. Mais en tout cas, si tu espères devenir plus fort en courant comme un ouf, eh ben, ça va pas être une bonne idée. Ça va pas t'aider, tu vois. C'est clair. Et vous, les gars, vous courez un peu? Oui. Non, sérieux? Bah oui. Tu cours, toi? Je cours. Tu cours après le RER, mais tu cours Oui. pas. Je cours pas, mais je fais du vélo et je fais du basket aussi. Parce qu'à mon avis, le fait d'avoir un bon cardio te permet déjà d'avoir plus d'énergie dans tes séances, de finir tes séances. Et à mon avis, pour maximiser son potentiel en force, il faut avoir un bon cardio. Et après, je dois en revenir vers toi, Victor. Il y a un équilibre entre cardio et récupération, quoi. Faut faire le plus de cardio que tu peux sans compromettre ta réputation, ta récupération, quoi. Et ta réputation. Et ta réputation. Faut pas courir en tutu. Ouh. Faut pas faire des 50 km pour travailler son squat, quoi. Sinon. Voilà, c'est ça. Et par contre, c'est vrai que travailler son cardio dans l'absolu, bah, comme on l'a dit plusieurs fois, bah, c'est hyper important, comme tu l'as dit, même pour des objectifs de force. Si tu as un cardio de sédentaire, que tu t'échauffes tu t'essouffles pardon, en montant un étage, bon bah ça pue du cul, tu vois. Là, voilà. De toute façon, si vous habitez par exemple en province, que vous avez la chance d'être dans un environnement où il y a pas mal de nature, de verdure, profitez-en pour faire de la marche. Et en plus de ça, si vous avez une montre qui prend votre fréquence cardiaque et qui prend les données, vous allez voir qu'au fur et à mesure, votre rythme cardiaque au repos, il va descendre significativement. Moi, je le vois en hiver quand je peux plus marcher. Mon rythme cardiaque, il est beaucoup plus haut. Il est peut-être même 15 pulsations des fois plus hautes que quand il fait beau.
Et vous allez voir, rien que ça, en fait, on se dit, ouais, marcher, ouais, enfin, voilà, quoi, tu te balades. Mais en vrai, on a tellement un mode de vie sédentaire que rien que le fait de marcher 1 heure par jour, en plus de votre sport, c'est énorme et l'impact que ça a sur votre santé, en fait, il est vraiment, enfin, c'est vraiment énorme, quoi. Donc, vraiment, sous-estimez pas ce truc-là, le fait d'avoir du cardio, d'intégrer du cardio très basse intensité. Et puis même d'un point de Voilà. vue composition corporelle, c'est une dépense supplémentaire, ça te permet d'être plus actif Exactement, et ça fait une différence. on augmente le Ouais, métabolisme basal. Moi, et je c'est suis trop un peu sous-estimé. mitigé. Il est cardiophile, Yanis. Non, T'es moi, je suis un peu cardiophile. Non, C'est je sais lui qui est pas. cardiophile. Non, je suis un peu mitigé parce que je sais que sur moi, en tout cas, ça augmente mon endurance. Donc, du coup, je peux facilement casser les séances que je fais, du coup, qui sont à peu près des 3 heures, des fois 3 Ah heures et demie. bah, ouais. Ça me donne une meilleure récupération, un meilleur souffle. Donc, du coup, ça améliore mes capacités respiratoires qui sont quand même assez importantes sur les mouvements. Et puis, en dernier point, bah, on ne- on n'est pas comme en power. Je trouve que Ouais. être musclé et ne pas être lourd, ça reste très important. Parce que Mm. quand on est lourd et qu'on envoie un muscle-up en étant lourd, les échecs, ils arrivent très vite. Ça sent le vécu, ça. Ah mais oui, mais c'est vrai, mais c'est en fait Le mec, il fait des McDo le week-end et après il essaye. de ouf. Non mais blague à part, c'est vraiment important parce que moi je trouve que le cardio il est nécessaire pour toutes les raisons et surtout ne pas se sentir lourd, Ouais, ne pas être lourd. Tu sais qu'il fait du cardio le matin et Non. de la force le soir. Ouais. C'est vrai? Ouais. Mais tu fais quoi du coup comme cardio Bah je cours 15 minutes. mais Après. genre où? Enfin, dehors quoi? Dehors, Ah je ouais, cours ok, 15 d'accord. minutes. Après je fais 15 minutes de corde à sauter Il fait pas 50 km. et après Tous les jours? non, 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Ah ouais, putain. Et je boxe après. Mais toi, ah ouais, mais toi, t'es un fou. Mais c'est un fou ce mec. Mais attends, et moi j'ai une question à poser parce que peut-être les gens qui nous écoutent, ils savent pas. Toi, Yanis, t'as une particularité, Oui. c'est que tu as, je vais pas savoir bien le prononcer, donc prononce-le-moi à ma place. Je suis malade, j'ai la drépanocytose. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, enfin, alors ça, c'est une question qui est liée à ce truc-là. C'est est-ce que justement le fait de faire du cardio, c'est aussi très positif pour ta pathologie ou ça a rien à voir avec C'est positif. c'est positif. C'est positif. Ok. Ça renforce le cœur. Voilà. Donc Mais ça m'aide. est-ce qu'on, par exemple, les médecins, etc., est-ce qu'ils te conseillent, ils t'ont conseillé de quand même faire du cardio ou pas du tout? Enfin, Ben, en soi, pratiquer du sport est une bonne chose. ouais. Mais après, trop en pratiquer, c'est pas Ouais, forcément bon. bah ouais. Parce que du coup, ça provoque des crises. Donc après, moi, je suis un peu fou et je me suis habitué. Moi, je suis un peu fou. Mais sinon, blague à part, ouais, moi, je trouve que c'est quand même bien. Ça vascularise les veines. Tu vois, ça agrandit les veines, ça améliore l'apport en oxygène dans les globules rouges. C'est ça. Parce Ça aide que beaucoup. donc ta maladie, en fait, c'est une déformation des globules rouges qui Exact. obstrue Les les veines. veines, etc. Et Ok. après, ça a des conséquences. Ouais. Ok. Je vais parler en nom de Yanis là. L'objectif de Yanis, c'est de prouver au monde entier que les drépanocytaires peuvent être forts. Et même Bah, les personnes en c'est situation déjà le cas. handicap. Le mec, il a 80 kilos. Il tracte 80 kilos. Il est fort déjà. Il est très, très fort. Ouais, mais du coup, c'est pour ça que moi, je pense que c'est quand même nécessaire. Ne pas être trop lourd. Et est-ce que justement, alors moi, j'ai une question, est-ce que tu as fait le test ou malgré toi, il y a des périodes où tu as fait moins de cardio et que tu as vu que ça avait un bénéfice positif sur la force ou pas du tout? Moi, je sais que lorsque je faisais mon cardio, je prenais du poids. Quand je prenais du poids, Ah. je me sentais plus lourd. Ouais, mais alors, et du coup, est-ce que tu étais plus fort sur le squat vu que tu prenais du poids? Squat, moi, faut pas me compter parce que j'ai eu un accident de voiture, du coup, j'ai des problèmes de genoux. Ok. Mais pour le reste, je me sentais lourd. Ouais. J'avais du mal à le faire, je me sentais lourd. En fait, C'est vrai. Bah ouais, vu que nous, c'est quand même un sport où le poids de corps ça rentre sur 3 mouvements sur 4, donc effectivement. Après, pour les sports de cardio, généralement, ça engage beaucoup plus les jambes.
Ouais. C'est pour ça on a tendance à se sentir légèrement plus fatigué au niveau des jambes quand on fait les squats C'est et vrai. tout. C'est vrai. Donc, je suis Et d'accord avec vous. Je dirais pas jusqu'à me donner, à me buter pour Donc prendre les périostites et tout ce qui tu s'ensuit. fais 15 minutes de cardio et après tu fais de la boxe. Ouais, moi, je suis un ancien Un sportif. ancien boxeur, Ouais, boxe anglaise. kickboxing. Mais attends, là il va y avoir match là. Et là tu sais pas à qui tu parles là. moi, Mais je serais arbitre. là c'est un striker là qu'on a derrière l'écran. Non mais vraiment, Mais vraiment. tant mieux. Ah non mais le gars lui il aurait continué, il serait champion du monde, c'est sûr. Ouais. C'est Sans sûr. aucun doute, sans aucun doute. Non, parce qu'il faisait de la boxe aussi. Ah, trop bien. Trop bien. Donc t'étais en quel caté Bah, attention, après, mon poids, il a fait que varier, tu vois. Quand j'ai commencé, poids mouche? j'ai dû être en moins de 69, je pense. Je sais pas si j'ai été plus léger que ça, je pense pas. Je vais être en moins de 69, ensuite moins de 75, et ensuite moins de 81. Mais jamais admis. C'est-à-dire que j'ai toujours essayé de faire moins de 75 quand même, tu vois. Ce qui m'a Ok. causé de nombreuses blessures, d'ailleurs. De vouloir être à tout prix trop sec, trop durablement. Mhm. Ok. Ok, bah on a fait le tour sur le cardio. Et ça, c'est un sujet aussi qu'on a déjà traité vaguement. C'est l'intégration des top singles à son entraînement. Euh, bon, petit cas concret. J'ai un élève qui, après, je vais pas lui jeter la pierre parce que chacun est différent. C'est ce que je lui ai dit. Et ce que je lui ai dit aussi, c'est que pour moi, la chose la plus importante, c'est aussi l'adhésion au programme, le fait de croire au processus, de kiffer aller s'entraîner. Ça, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur et je trouve que c'est la première chose qui devrait être prise en compte. Et en fait, cette personne, elle avait en fait une appréhension parce que là, bon, elle est dans une phase particulière parce qu'elle prépare les championnats de Belgique qui sont dans 3 semaines de street lifting. Et en fait, elle s'étonnait un peu de ne pas avoir de top single. Donc je lui ai expliqué pourquoi et je lui ai dit que j'allais les intégrer, mais plutôt à la fin du bloc. Et en fait, psychologiquement, lui, ça le rassurait pas, ce que j'ai compris. Et dans ce cas-là, faut vraiment être à l'écoute. Et je lui ai dit, bah écoute, il n'y a pas de souci, je t'en intègre la semaine prochaine. Il y a aussi un autre cas de figure où, par exemple, ça, c'est des gens, ils préparent pas de compétition, mais ils veulent faire des top singles tout le temps. Bon, toi, tu pourras en parler après, Victor, mais c'est totalement contre-productif. Et ce que je dis tout le temps, c'est que la single, elle construit pas la performance. C'est plutôt pour se tester ou se préparer à des efforts d'une répétition en vue d'une compétition. Pour moi, c'est le seul moment où c'est intéressant vraiment de se tester. Ou si on est extrêmement frustré parce on sent qu'on a progressé, on a envie de se tester, on en parle à notre coach et notre coach il programme après une top single. Donc voilà pour ça, mais autrement pour moi la top single, je sais pas toi Victor ce que t'en penses, mais Bah, ça dépend toujours en fait comment est-ce que ça tu la dépend. programmes, tu vois. Est-ce que C'est tu ça. la programmes au RPE? Et là, c'est forcément un peu plus compliqué parce que quand tu programmes une top single, en fait, plus tu vas programmer une fourchette de répétition courte, donc forcément là, c'est le plus court possible, avec des RPE, plus tu vas avoir des variations de charge plus ou moins importantes en fait. Parce que si tu planifies une top single RPE 7 versus si tu planifies une série de 6 RPE 7, et ben sur la série de 6 RPE7, si tu as un max, je sais pas, tu vois, on va dire, admettons, tu vois, tu aurais pu le faire à 150, on va dire, la série de 6, bah, peut-être que tu aurais pu la faire à 147,5, peut-être que tu aurais pu la faire à 152,5, peut-être si tu es vraiment en forme 155, peut-être si tu n'es vraiment pas en forme 155. Donc plus ou moins 5 kilos. Alors qu'une top single, et ben, sur un RPE, et ben, comment dire, l'écart, la fourchette pourrait être beaucoup plus large. Et du coup, ça fait que les gens vont avoir beaucoup plus de mal en fait, à bien se situer là-dessus. L'ego va énormément rentrer en ligne de compte. Et du coup, bah, planifier les top singles ou RPE, ça peut être super compliqué. Après, moi, ce que j'aime bien faire, c'est planifier les top singles, mais pas beaucoup plus hautes en fait que les séries de travail, comme une sorte de last warm-up C'est ça. qui a comme fonction de la potentiation Ouais, pour garder, potentiation.
garder un peu un schéma de justement avoir la mise en place sur une répétition, etc. Parce que après, bon, ça dépend des personnes, mais tu as des gens, en fait, ils ont, surtout sur les dips, ça arrive beaucoup, ils ont besoin, en fait, systématiquement d'une répétition pour être bien en position. Ouais, Et en ouais, fait, il n'y a que à les la deuxième dips, répétition c'est où ils fou. sont bien. C'est ça, ouais. Ils Ouais, subissent énormément la première et la ouais. deuxième, elle est 10 fois mieux. Et ça, sur les Si, dips, c'est un truc qu'on retrouve. Non, parce que ouais, Ariles, il me fait une tête détonnée un peu. Mais c'est vrai que moi, c'est un ouais, truc que je vois très, très, très souvent. Ça arrive à ouais. beaucoup, beaucoup de gens, ça. Ça, c'est les gens, en fait, qui n'arrivent pas justement Le à. fait de faire En fait, la première répétition, genre, il y a un Tu l'as triplé subi. à faire. La première, elle va systématiquement être moins bien que les C'est deux ça. d'après. c'est beaucoup plus au niveau de l'amplitude, surtout. Euh, mais La même pas que. vitesse, Enfin, la même au vitesse, la niveau de la technique. difficulté. Je pense que Ouais, ça vient avec l'appréhension. Ouais. Peut-être, ouais. Bah, en fait, il y a tellement de monde qui sont confrontés à ça que pour moi, ma théorie, c'est même pas de l'appréhension, c'est genre de l'activation musculaire et c'est nerveuse, ça, en ouais. fait. C'est parce que tu vois la première, tu te dis, mais jamais il va réussir à faire les autres d'après, quoi. Ouais, Et ouais, après, les ouais, autres, elles passent mieux que la première, donc c'est c'est ça, ouais. assez fou. Mais je pense qu'il y a aussi une question, tu vois, pour le cas spécifique des dips, une question d'inertie un petit peu, parce que quand Ouais, tu te mets en place, eh ben, tu as le poids qui est totalement immobile, et quand tu vas faire ta première répétition, quand tu vas te redresser à l'issue de la première, les poids vont un tout petit peu avancer, et du ouais, coup un tout petit peu reculer forcément avec le balancier. Et là, du coup, si tu entames ta descente au moment où les poids reculent très légèrement, si c'est exagéré, ça va te flinguer, et ben ça, plus le fait que tu aies fait ta première rep qui t'a entre guillemets activé en quelque sorte, même si c'est dans l'idéal, bien sûr, il ne faudrait pas qu'il y ait besoin de ça, mais dans les faits, c'est ce qui se passe. Et ben, du coup, le léger swing qui te crée cette inertie, plus la première rep qui t'a un peu activé, fait ressentir la charge, et ben, ça fait qu'en fait, tu pars mieux sur la série après. Donc après, mm, ce qui peut être pas mal pour tester ça, c'est de faire des formats, genre bosser un petit peu en EMOM, voire faire des clusters. Ça, les clusters, c'est des trucs que j'avais pas mal expérimenté. Mais après, il ne faut pas forcément les faire à outrance non plus, parce que justement, si tu t'exposes en permanence à cette première répétition qui met pas mal de stress, et bah finalement, ça peut être aussi un petit peu, ça coûte pas mal, je crois. Donc il faut trouver un bon équilibre là-dessus. Mais c'est vrai que c'est quelque chose sur les dips particulièrement qui est très 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 fréquent en fait. Ouais. Moi, je suis mitigé sur le point d'intégrer des top singles parce que je sais que, en fait, pour revenir en premier point à ce que tu as dit par rapport à ton élève, je trouve que, en fait, avoir un coach, c'est aussi très important parce que le coach va avoir un point de vue extérieur, va avoir un recul que la personne n'a pas forcément. Si le coach pense que c'est pas forcément le moment, il a ses raisons pour lesquelles qu'il pourra t'expliquer par la suite. Parce qu'il a vraiment le recul mm. et le côté extérieur. Des fois, on a trop tendance à se surestimer en ayant confiance. Et en plus, en général, quand tu es coach, c'est que tu as de l'expérience. Donc, c'est plein de petits paramètres comme ça qui font que, déjà, il faut écouter ses coachs. Un deuxième point, je trouve Ça, que. c'est vrai ce qu'il dit, hein. C'est vrai. T'es d'accord, Victor? Bien sûr, ouais, ouais. Après, je vais nuancer après, mais c'est très vrai, c'est très vrai. Ok. Et en deuxième point, je trouve qu'après, c'est pas à faire tout le temps, c'est pas à mettre tout le temps parce qu'il y a un cycle à mettre en place. C'est les répétitions qu'il faut qu'on progresse et pas faire des singles à tout bout de champ. Mais c'est vrai que ça reste quand même important parce qu'on est quand même dans un sport de performance et se challenger de temps en temps, c'est quand même un peu nécessaire. Mais hormis ça, pas à tout bout de champ. Mm. Et Sinon, on ne puis, progresse pas. c'est ça, et puis Et, ce dont on n'a pas parlé, c'est que le fait de faire des top singles, des fois, ça peut entamer et du coup diminuer la capacité à bien travailler sur la suite des sets, en fait. Et c'est ça le souci, c'est trouver le bon équilibre. Et ce que tu disais était très bien, c'est le fait de faire des potentiations ou des top Ça, singles qui sont pas top singles beaucoup qui sont plus pas hauts. durs, qui sont pas durs, Voilà, ouais. c'est ça. Et du coup, ça met en confiance l'athlète et en même temps, ça entame pas pour le reste. Donc, ouais, très bien. Et tu voulais nuancer, du coup. Et du coup, bah oui, parce que moi, je trouve que l'exemple que tu donnais, il est quand même bon. C'est-à-dire que là, la personne. Mais après, ça, il y a toujours des exemples, des contre-exemples, c'est en fonction du contexte. C'est toujours un peu délicat. Mais je pense que tu vois, tu as bien fait de suivre ce que ton athlète il t'a suggéré, c'est-à-dire d'incorporer les talk singles plus tôt, parce que si lui, ça le rassure, bah mine de rien, il y a aussi cet aspect qui est hyper important dans l'entraînement. Au-delà de toute la logique de programmation,
de tout ce que C'est tu vas ça. chercher à entraîner comme cascade physiologique de réaction, d'adaptation pour arriver le jour J à être le plus performant possible. Il y a quand même cette notion, et ça, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, de psychologique qui est genre Ouais, bien hyper sûr. important et d'avoir ce processus qui en plus te rassure, c'est important, tu vois. Après, évidemment, faut pas être dans le truc de j'écoute à tout bout de champ ce que le mec il me dit et je réponds au moindre de ses caprices. Non, il y a des moments où évidemment il faut dire non, il faut être ferme, il faut dire bon bah là j'ai décidé de faire ça, expliquer aussi à la personne pourquoi tu as décidé de faire ça, ce que tu cherches à travailler derrière pour que la personne ait les bonnes intentions à mettre en place aussi, que tu pas simplement toi la volonté de lui faire travailler ça en utilisant tel ou tel format, mais il Mm. faut qu'elle le sache pour qu'elle-même puisse essayer de mettre en place la chose consciemment. Et, mais je pense que là, dans le contexte très précis que tu as donné, tu vois, ça me Ouais. paraît, Bah, pas du tout choquant, tu vois. c'est exactement ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, mot pour mot, dans ton cas précis, je vais le faire parce que Ça c'est passe. nécessaire. Ouais. Voilà, Ouais, c'est tout. c'est Et, ça. à mon avis, les top singles peuvent être bénéfiques pour des personnes qui ont du mal qui ont du mal sur des RM. Parce que je connais beaucoup de personnes qui sont fortes en série et quand ils arrivent à des max, ils succombent à la charge et ils n'arrivent plus à remonter. Et ce qui est bien, c'est de faire des top singles à RPE, qui est un RPE 7 ou RPE 8. Comme ça peut mettre en confiance l'athlète. Et à mon avis aussi, des top singles, c'est pas optimal pour progresser sur des sports de force comme le power ou le street. Parce que pour développer sa force, il te faut un momentum, il faut respecter un certain volume et une intensité aussi. Et avec des singles, tu auras du mal à atteindre ton volume qui te permettra de progresser. Je ne sais pas ce que vous pensez, Ouais, si, Marco je suis et d'accord avec Victor. toi. Ouais. Ouais, bah Donc après, c'est le très cas que tu as spécifique, donné, mais toujours. oui, oui, c'est ça. Mais le cas que tu as donné, tu vois, bah, c'est un peu le cas typique de ce qu'on disait avant. C'est le mec, en gros, il arrive à faire des séries de 5, il est plutôt bien. Et il a, je sais pas, un 5 RM qui est pas si éloigné que ça de son 1 RM. Et c'est souvent parce que bah, il peut y avoir deux grandes raisons. Soit parce que le mec, il est pas du tout effectif sur sa première répétition. Et du coup, bah, sur sa première répétition, le cas qu'on a donné avant, bah, il morfle à fond. Et du coup, il a besoin d'avoir cette première répétition pour que les autres ensuite soient meilleurs et de la faire à intensité trop haute, et bah, ça le crame et en fait, il est foutu. Et il y a aussi après des mecs qui ont des profils de force endurance qui sont différents. Et tu vois que tu as des gars en fait qui, au-delà de toute considération technique, simplement en fait, ils arrivent à reproduire beaucoup de fois un effort à intensité élevée par rapport à leur 1RM en termes de pourcentage, parce que bah, ils ont ce profil d'être bah, un peu plus fait peut-être pour l'endurance. Et du coup, ils ont cette capacité à taper des séries de 5, peut-être à 90, peut-être à 92%, des trucs qui sont quand même assez élevés, versus d'autres qui sont beaucoup plus faits pour la force. Et là, bah, genre, dès que tu enlèves une rep dans une série, et ben, le mec arrive à rajouter 7-8% de charge, tu vois, des trucs aberrants. Genre, vraiment, le mec, il a un 5 RM qui est à 80% de son max, et même peut-être moins. Et après, tu enlèves une rep, 4%, bam, il arrive à faire 84-85%. Tu arrives à augmenter énormément, tu vois. Mhm. Ouais. Ouais, c'est ça. Bah ouais, bah écoute, je pense qu'on est bon. C'était très intéressant. Là, en fait, on vous a fait un petit format un peu différent que d'habitude où on a traité 4, ouais, 5, 6 sujets là aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher un like si vous écoutez sur YouTube, nous mettre un commentaire. Je vous redis aussi que là, dans le week-end du 13-14, se déroulera la FNSL Grand Ouest au Fitness Park de Nantes-Beaulieu. Et puis sinon, nous, ce week-end, on vous prépare un truc très lourd qui sortira du coup la semaine prochaine. Ouais, Wakanda Forever. Et, et, mon cher Vic, je te dis à la semaine pro. Nickel. À la semaine pro, mon gros Marco. Ciao.